Je vais commencer par reprendre les trois principes des crypto-monnaies qui sont importantes. Donc, le premier élément, ça va être immutability, ce qu'on appelle en anglais, donc l'impossibilité de revenir en arrière. Donc, une fois que vous avez effectué une transaction, vous ne pouvez pas la récupérer, donc ce n'est pas une banque. Le second, ça va être la transparence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de l'anonymat, mais en réalité, c'est un pseudonymat. Vous pouvez aujourd'hui retracer n'importe quelle transaction sur les blockchains, sauf les blockchains privées, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et enfin, la décentralisation. Et en fait, on va se pencher sur le côté de la décentralisation, puisque dans ce conflit-là, c'était le conflit le plus important. Pour commencer, aujourd'hui, dans l'Occident, on a la crypto-monnaie paraît pour nous comme un investissement. Un investissement, elle est qualifiée comme un actif risqué, mais dans d'autres parties du monde, comme on l'a vu auparavant, comme par exemple en Amérique du Sud ou en Afrique, la crypto-monnaie apparaît comme une solution. Une solution pour plusieurs choses. La première, ça va être les abus financiers par rapport aux acteurs institutionnels, comme les banques ou d'autres entreprises, les abus gouvernementaux également. Et enfin, ça permet aux personnes qui habitent dans ces pays-là, qui sont très souvent débancarisées, de posséder leur propre argent. Donc ne pas l'avoir sous leur matelas sous forme de billets, mais le posséder réellement, que ce soit dans leur tête, sur une feuille de papier ou sur une sorte de petite clé USB. Et il y a un aspect qui est assez important, qui est souvent revenu lorsqu'on parle du Bitcoin, on parle de la réserve de valeur. Et je pense que cette réserve de valeur, ce terme de réserve de valeur, il faut le redéfinir. Lorsqu'on parle de valeur, on parle de la valeur monétaire, la valeur que le Bitcoin a en dollars ou en euros. Mais en réalité, si on prend l'autre aspect de la valeur, par exemple, le fait, donc, comme je l'ai dit, posséder son argent, pouvoir le transporter dans sa tête uniquement, pouvoir le récupérer à tout moment, et surtout pouvoir le transférer à qui on veut, sans contrainte de frontières, sans contrainte de la monnaie, et sans contrainte gouvernementale. Donc ça, ce sont les aspects qui sont importants pour moi. Et maintenant, revenons au conflit, donc à la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu une très grande couverture média qui était, pour le moins qu'on puisse dire, médiocre par rapport aux crypto-monnaies. Et comme d'habitude, on nous rappelle que les crypto-monnaies, c'est mal. On a également les acteurs en France, comme Aurore Laluc ou Nicolas Dufresne, qui ont déjà été mentionnés, qui n'hésitent pas de nous rappeler que c'est la pire chose qui n'a jamais été inventée. On a donc eu les arguments qui étaient déjà utilisés auparavant. On a eu le contournement des sanctions par les oligarques, qui a ensuite été démenti par la secrétaire de l'État américain, en disant qu'il n'y avait aucune évidence que les oligarques russes contournaient les sanctions grâce aux crypto-monnaies. On a eu le financement, que ce soit le financement du terrorisme ou que ce soit les interventions dans les campagnes présidentielles. Pour vous donner un exemple, l'Irlande a sorti l'interdiction de financement des candidats aux élections grâce aux crypto-monnaies par peur de l'intervention russe dans ces élections-là. On a eu également l'histoire du blanchiment, mais lorsque cette histoire de blanchiment est sortie, on a également eu le droit aux Pandora Papers, que je mentionnerai un tout petit peu plus tard. On a également la pollution avec le mining, donc ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent. Et enfin, on nous parle toujours de volatilité en disant que les crypto-monnaies n'ont aucune valeur et que c'est juste un actif spéculatif. Mais si vous regardez Netflix sur la semaine dernière, vous voyez que le Bitcoin était bien moins volatile que cette action-là. Pour revenir sur le blanchiment et les transactions illicites grâce au Bitcoin, un rapport de Chainalysis qui est sorti en 2021 montre qu'on a eu une baisse du pourcentage des transactions crypto qui ont été utilisées pour le blanchiment et les transactions illicites. On a eu donc 0,15% de la totalité des transactions sur le réseau de Bitcoin et Ethereum, sur le réseau des crypto-monnaies, tout simplement, qui étaient utilisées à des fins illicites, qui représentent 15,8 milliards. Juste pour rappel, les Pandora Papers qui sont sortis l'année dernière représentaient 730 milliards de dollars en France uniquement et 12 000 milliards dans le monde, de l'argent qui était caché dans des paradis fiscaux. Je rappelle juste les chiffres pour les crypto-monnaies, 15,8 milliards sur la totalité des transactions crypto, 12 000 milliards pour les Pandora Papers. Et en fait, en utilisant ces arguments-là, on essaie de faire un barrage à la technologie. On essaie de limiter les usages de cette technologie-là. Et maintenant que j'ai parlé un tout petit peu du système financier, et ça ne sert à rien de mettre en avant que les fluos de notre système actuel, on va parler maintenant des bienfaits des crypto-monnaies. À quoi est-ce qu'elles ont servi? Dans ce conflit-là, les crypto-monnaies ont servi à une collecte de fonds.
grâce à leur rapidité d'exécution, grâce à leur indépendance, grâce à leur décentralisation que j'ai mentionné plus tôt. On a eu des avoirs gelés dans les banques, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Les personnes ne pouvaient plus retirer leur argent. Les gouvernements ont mis en place des restrictions et des limites pour les retraits. On a eu également la possibilité de quitter le pays, parce que les personnes ne pouvaient pas retirer l'argent, ne pouvaient pas tout simplement quitter ce conflit et aller ailleurs. Et enfin, on a eu l'effondrement des deux monnaies, que ce soit le rouble ou la hryvnia, donc la monnaie ukrainienne. Les deux se sont effondrés et les deux pays se sont retrouvés dans un risque économique assez énorme. Maintenant, pour vous donner juste un chiffre, il y a eu plus de 100 millions de dollars qui ont été recrutés en aide en Ukraine par différents acteurs crypto-monnaies. Il y a eu plus de 15 adresses de crypto-monnaies différentes qui ont été mises en place par le gouvernement. Il y a eu également une vente de NFT, que ce soit pour le gouvernement ou d'autres associations des crypto-monnaies. On a eu des DAO qui ont récolté de l'argent pour donner ensuite cet argent-là en aide aux Ukrainiens. On a également un support des exchanges, comme par exemple FTX, qui a donné 10 ou 25 dollars, je ne me rappelle plus exactement du nombre, à tous leurs utilisateurs ukrainiens. On a eu aujourd'hui l'annonce de Binance qui met en place une carte pour tous les réfugiés ukrainiens qui pourront l'utiliser directement dans les différentes institutions pour payer leur nourriture ou autre. Et on se rend compte que tout ça a été possible grâce à une communauté active. Et cet aspect de communauté est assez propre aux crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui, si on parle des marchés traditionnels classiques, on parle plutôt des traders, on parle des métiers. Mais dans les crypto-monnaies, on parle d'une communauté. Ce sont des personnes qui se réunissent autour de la même cause pour venir en aide aux gens qui en ont besoin, pour accomplir quelque chose ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce conflit-là illustre bien cette image d'entraide et cette image de communauté, mais ce n'est pas la première fois. On voit très souvent les personnes de la communauté crypto qui demandent de l'aide sur Twitter, par exemple. L'exemple le plus récent que j'ai, c'est un développeur sur le réseau Ethereum qui a été diagnostiqué avec un cancer au Maroc, qui n'avait pas l'argent pour payer son opération. En 5 heures, grâce à l'effort de la communauté Twitter, grâce aux personnes qui le suivaient, il a pu récolter la somme suffisante pour avoir cette opération-là. On a eu également les catastrophes naturelles, comme les inondations, qui ont utilisé les crypto-monnaies pour mettre en place des cagnottes où les gens pouvaient directement contribuer leur crypto-monnaie. Et encore une fois, on retrouve cette rapidité de mise en place, rapidité d'exécution et rapidité de cette collecte de fonds. Et maintenant, on va parler aussi de l'autre côté qui est un peu moins plaisant dans ce conflit. On va parler de Poutine et les oligarques. Et le conflit a commencé en disant que maintenant, on va mettre les sanctions contre Poutine, contre tous ses amis et contre tous les oligarques russes pour mettre une pression. Et ensuite, c'est vite devenu quelque chose qui s'appliquait à la totalité de la Russie, donc qui affectait également le peuple. Parmi les sanctions qui étaient mises en place, on a eu le blocage des virements SWIFT, on a eu les entreprises bloquées, pour vous donner un exemple, donc on a eu même Netflix et Pornhub qui ont bloqué leur accès en Russie. Donc c'était vraiment très dur. Ensuite, on a eu également Meta, donc l'ancien Facebook et Instagram, qui ont temporairement donné la permission pour un discours de haine contre les soldats et la population russe. Les IP russes, donc les adresses IP qui étaient bannies, même des services open source comme GitHub, alors que sur GitHub, ce sont des personnes qui construisent le web ensemble, mais ils étaient bloqués, ils ne pouvaient plus contribuer à leurs projets, ils ne pouvaient plus contribuer à d'autres projets, tout simplement parce qu'ils venaient du pays. On ne cherchait même pas à savoir s'ils étaient d'accord avec le conflit ou pas, mais puisqu'ils venaient de ce pays-là, leur accès était bloqué. On a eu un ban d'importation et des exportations, donc il y a énormément de produits qui n'ont pas pu être importés en Russie, donc la population a également été affectée. On a eu une limitation de 10 000 € pour les utilisateurs russes sur les différents exchanges crypto, qui a été imposée par l'Union européenne à tous les acteurs dans les crypto-monnaies. Et enfin, on a eu l'effondrement du rouble. Donc le rouble qui a perdu 45% sur la première semaine du conflit. Et on a eu la Russie qui considérait le Bitcoin ainsi que d'autres monnaies pour le paiement de leur gaz et du pétrole. Donc ça, ce sont d'autres conséquences que ce conflit-là a engendré. Lorsque ce conflit a commencé et lorsqu'on a vu que les sanctions allaient être mises en place, le Bitcoin tradait 20% au-dessus de son prix réel sur les exchanges russes. Ça veut dire que des personnes étaient prêtes à payer 20% le Bitcoin plus cher juste pour sortir du rouble et pour pouvoir posséder leur propre argent. Et enfin, si on revient sur tout ce que je viens de dire, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont servi comme une protection.
comme une protection contre l'inflation et l'effondrement des monnaies nationales. Ils ont servi pour les paiements. Ils ont servi en tant que moyen de transport de la valeur d'un pays à un autre et de l'utilisation pour différents achats. Et enfin, elles ont servi à l'acquisition de cette dépendance d'un tiers. On n'avait plus besoin d'un exchange, on n'avait plus besoin de quoi que ce soit. Si on avait nos bitcoins sur notre clé privée, on pouvait les utiliser et on pouvait payer les choses avec. Et donc pour conclure sur cette première partie, la crypto-monnaie sert donc de protection, d'indépendance et tout simplement de solution. Et c'est assez triste de voir que cette technologie, cette nouvelle technologie, est régulée par des personnes qui n'y comprennent rien du tout. On qualifie les crypto-monnaies comme un actif risqué. On essaye de protéger les investisseurs, alors qu'on vient de voir que la crypto-monnaie a servi en tant que protection dans ce conflit-là. Et juste un petit fun fact, on était tous très contents lorsque Joe Biden a issu ce mandat pour les régulateurs américains pour réguler les crypto-monnaies de façon intelligente. Sauf que ce qu'il faut comprendre, sur les 27 derniers mandats aux États-Unis, aucun n'a été adopté. Aucun n'a été adopté tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'estimer les bénéfices qu'une adoption d'une nouvelle technologie pourrait avoir par rapport au coût que cette dernière engendre. Et du coup, c'est la question que j'ai posée ce matin à Alexandre Stachenko. Et j'ai bien aimé sa réflexion, c'est qu'il ne faut pas essayer d'estimer les bienfaits de cette technologie. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, quels sont les bénéfices. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on pourrait rater si on décidait de ne pas l'adopter et qu'au final, elle l'était. Et c'est assez intéressant. Et maintenant, je vais parler un peu de l'actualité crypto-monnaie et à quel point il est important de la suivre dans le monde d'aujourd'hui, surtout si on veut devenir pertinent dans ce secteur. J'ai commencé la crypto-monnaie relativement tard, donc j'ai commencé ça il y a 2 ans chez Just Mining. En arrivant chez Just, je ne connaissais rien du tout dans les cryptos. Et depuis, j'ai fait que lire. Et en fait, jusque-là, je n'avais jamais investi, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto, que ce soit dans l'immobilier. Je venais de sortir de mes études. J'étais tête en l'air et je voulais juste sortir en boîte, m'amuser, et vraiment, ça m'emportait très peu. Et en fait, c'est lorsque j'ai découvert l'investissement et surtout, en fait, la facilité d'investissement. Aujourd'hui, il suffit de télécharger une application, quelques clics, vous l'avez sur votre portefeuille, vous déposez de l'argent avec votre carte bancaire, c'est assez facile. Il y a quelques années, il fallait que vous alliez en banque, que vous demandiez à votre banquier de placer un ordre, qu'ensuite l'ordre soit exécuté, et ensuite vous possédiez les actions avec tous les frais bancaires qui étaient mis en place par la banque. Et on parle souvent en France du manque d'éducation financière, mais je pense que surtout on manque de cette volonté d'apprendre. Parce qu'en France, et ce qu'il faut comprendre à l'inverse des États-Unis, c'est qu'on a une vie, on va dire, facile. On a la sécurité sociale, on a la retraite, on a les aides sociales. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez à la rue, le gouvernement va vous venir en aide d'une certaine manière, tandis qu'aux États-Unis, si vous vous retrouvez à la rue, vous n'avez pas d'autre choix que tout simplement rester à la rue. Si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas de retraite. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il n'y a pas en fait le choix que d'investir. Et on le retrouve d'ailleurs dans les pourcentages des personnes qui investissent, que ce soit dans la crypto-monnaie ou la bourse. En France et aux États-Unis, l'écart est assez énorme. Et surtout, on vit dans une ère numérique où l'information est tellement accessible, que ce soit d'une façon gratuite ou que ce soit de façon payante si vous voulez aller vraiment plus loin, qu'en fait, on n'a même plus d'excuses pour dire « je ne sais pas comment faire ». Aujourd'hui, avec une simple recherche Google, avec des médias que vous pouvez suivre d'ailleurs, qui sont tous listés ici, rien que pour commencer, ça vous suffira amplement pour commencer à investir, pour commencer à comprendre l'investissement. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que cet accès à l'information a les deux côtés. On a bien sûr le côté qui est bien, c'est qu'on a plein d'informations, mais l'autre côté, l'inconvénient, c'est qu'on est submergé d'informations. On a tellement d'informations par minute, et je peux vous le dire, j'ai 170 comptes Twitter pour lesquels les notifications sont activées, mon téléphone vibre en continu, c'est un enfer. Mais on est submergé d'informations et on doit faire le tri. On doit diversifier nos sources, on doit privilégier les sources indépendantes. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le marché français, on est parmi les derniers à avoir cette information. Puisque l'information va être communiquée d'abord par l'entreprise, auprès de leurs actionnaires. Ensuite, ça va être communiqué à la presse. Ensuite, la presse va rédiger un article, généralement en anglais. Ensuite, cet article-là va être traduit en français. Et c'est qu'à ce moment-là,
que vous pouvez avoir cette information. Donc en fait, on est réellement le dernier maillon de la chaîne d'information. Et donc, aujourd'hui, pour bien s'informer, la première chose, c'est être bilingue. Et pour devenir bilingue, je sais qu'on a souvent cette excuse, ouais, mais en France, on n'est pas fort pour les langues. Mais en réalité, quand je commençais à apprendre l'anglais, je regardais des vidéos de PewDiePie qui jouait dans sa chambre en Suède, parce que j'aimais bien ce contenu-là, et en fait, c'est à force de consommer du contenu en anglais que j'ai commencé à réellement apprendre et devenir bon là-dedans. Ensuite, ce qui est important, si vous voulez réellement évoluer dans le domaine de la crypto et réellement marquer la différence, c'est discuter avec les personnes qui construisent. Et cet événement-là, ça en était la parfaite représentation. Vous avez des personnes que généralement vous voyez à la télé ou que vous voyez dans des interviews qui viennent ici pour discuter avec vous. Et ils sont tout à fait abordables et surtout, on est tous dans le même bateau, on va dire. Donc, venir leur parler, discuter avec eux, donner votre avis, essayer de comprendre leur approche, c'est très important. Ensuite, activez les notifications Twitter si vous voulez être parmi les premiers sur l'information, bien évidemment. Ensuite, on est dans un secteur qui est assez jeune. Et en fait, il y a tellement de nouveautés tous les jours, que ce soit des nouveaux protocoles, nouvelles crypto-monnaies, nouvelles implémentations, nouvelles personnalités, nouveaux scams également. Et en fait, rester curieux, c'est quelque chose qui est assez important si vous voulez évoluer là-dedans, puisque stagner dans ce milieu-là, en fait, ça vous mettra au stade de Aurore Laluc. Je suis désolé de répéter le nom de cette personne, mais si vous voulez réellement comprendre la technologie, il faut continuer à apprendre, continuer à lire, continuer à s'informer, aller aux événements, rencontrer du monde. Et surtout, je trouve que cet aspect de la crypto-monnaie qui est assez attractif, surtout pour les jeunes, a un côté qui est beaucoup plus important que ça. Parce que pour la plupart des jeunes, quand ils entendent parler des crypto-monnaies, ça les excite parce qu'il y a de la volatilité, il y a des gens qui se font des millions, etc. Et en fait, lorsqu'ils vont investir, ils vont commencer à s'intéresser un peu plus au monde de la finance traditionnelle, à la géopolitique, à la bourse, à d'autres moyens d'investissement. Et en fait, pour la plupart des jeunes qui vont rentrer là-dedans, la crypto-monnaie, ça va être leur premier pas dans l'éducation financière réelle, donc du monde entier. Et je trouve ça assez intéressant et vraiment, c'est quelque chose aussi que je trouve inspirant. Ensuite, si vous suivez l'actualité, vous allez forcément pouvoir suivre les nouvelles tendances, les nouvelles narratives, comme on appelle ça, et surtout vous former votre opinion avec des sources bien sûr indépendantes. Et pour clôturer, j'aimerais bien finir sur une chose, c'est que continuez à apprendre, continuez à lire, continuez à vous informer, ça vous permet d'apprendre le monde autour de vous, comprendre pourquoi les décisions sont prises à des niveaux beaucoup plus hauts, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des entreprises. Mais je trouve qu'il y a aussi une chose qui est assez importante et qu'on oublie souvent dans le domaine de la crypto lorsqu'on voit des gens passer des heures devant leur écran, c'est que la vie c'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut sortir, il faut vivre, il faut profiter du soleil et que le métaverse c'est OP1, c'est cool, mais la vie c'est largement mieux. Merci. Et du coup, si vous avez des questions... De ton intervention, comment tu vois donc le futur, toi vraiment avec ton background, comment tu vois le futur du marché, enfin, pas du marché, mais vraiment le futur des crypto-monnaies dans l'actualité qu'on connaît d'ici à 2 ans, par exemple? Alors, j'ai écrit un article dessus qui s'appelle l'enfer des L1. Pour ceux qui connaissent les L1, ça va être les blockchains d'infrastructure. Les blockchains en fait, qui permettent à d'autres projets de se construire dessus. Et en fait, le problème, enfin, en tout cas la narrative qu'on avait il y a 2 ans à peu près, c'est que c'était des ETH killers. Donc on les appelait les ETH killers, ceux qui vont détruire la blockchain d'Ethereum. Aujourd'hui on appelle ça des L1 parce que c'est un peu plus family friendly on va dire et un peu plus acceptable. Et en fait ce sont des blockchains qui ont capitalisé sur les frais Ethereum pour relancer leurs propres projets qui sont souvent des copier-coller de la blockchain Ethereum juste avec des moindres frais et surtout des programmes d'incentive. Ça veut dire que l'entreprise en fait va utiliser une partie de sa trésorerie qui devrait être utilisée pour le marketing ou le développement du projet pour incentiviser les gens de déposer de l'argent sur leur protocole. Le problème avec ça, c'est que lorsque cette réserve s'épuise, les fonds vont aller vers la nouvelle blockchain. Et on voit ça assez souvent, par exemple à AAV sur Matic, lorsqu'on avait jusqu'à 30% de rendement, il y avait tout le monde qui se riait dessus. Dès que les rewards sont arrêtés, on est passé à autre chose, on est passé sur NIR, ensuite on est passé sur Cosmos, ensuite on va passer sur une autre blockchain. On voit ça également au niveau des stablecoins algorithmiques, avec Luna par exemple, et l'UST de Luna qui a
offert une performance de x100 sur 2 ans à Luna, on voit qu'il y a NIR qui a lancé son propre stablecoin algorithmique. On va Justin Sun, sous vos tours, qui vient également profiter de ça pour sa blockchain Tron, que personne n'utilise à part envoyer les USDT d'un exchange à un autre. Et je pense que si on se prend un vrai bear market, entre guillemets, à ce moment-là, ces projets-là vont être éliminés pour la plupart. Ceux qui n'arrivent pas à garder leur communauté, ceux qui n'arrivent pas à réellement garder les personnes sur leur protocole, à part pour les incentives financiers. Et alors, à vrai dire, je ne suis pas forcément très optimiste sur les 2 prochaines années, puisqu'on a vu le nombre de projets qui sont lancés, qui n'ont aucune utilité, ou qui existent uniquement grâce à ces incentives-là. Mais je pense que sur le long terme, ce que moi je voudrais voir, c'est la compatibilité cross-chain, donc entre différentes blockchains. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce sont les protocoles qui vont se développer à l'image de AAV? Est-ce que ce seront les blockchains qui vont construire des bridges? Est-ce que ce sera une blockchain qui va regrouper toutes les autres blockchains, comme par exemple ce que Layer 0 ils sont en train d'essayer de construire? C'est ce que j'attends de voir, mais pour moi, ça va se développer comme dans tous les autres milieux. On va avoir un oligopole avec 4 ou 5 acteurs majeurs dans les différentes blockchains, avec 4 ou 5 protocoles majeurs qui vont se multiplier sur ces différentes blockchains. Et puis tous les autres projets, ça va représenter 5% du marché. Un peu comme ce qui s'est passé depuis 2018 avec le top 20 des crypto-monnaies qui a disparu aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, aujourd'hui, on a encore ces blockchains dinosaures, comment j'appelle ça, comme par exemple Tezos, même s'il y a un nouveau souffle avec les NFT, qui d'ailleurs marche très bien sur Tezos. Mais par exemple, Algorand, qui était quand même une blockchain qui avait énormément d'avenir, c'était l'une des premières blockchains que j'ai découvertes, pour lesquelles j'ai été passionné. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté dessus. Il n'y a rien de nouveau qui est construit dessus, mais ils sont là parce qu'ils sont là depuis super longtemps et parce qu'il y a Silvio Micali qui est derrière ça et qui était à l'origine du blockchain Trinema, etc., qui l'a résolu pour la première fois. Donc je trouve qu'il y a encore beaucoup de blockchains qui existent juste sur leur promesse qui a été faite au moment où ils ont été créés, pour la plupart en 2017-2018. Mais sur le long terme, pour moi, ces blockchains-là vont perdre de la liquidité de plus en plus au profit des blockchains où il y a des gens qui construisent réellement dessus. Et ça, c'est intéressant à voir. D'ailleurs, tous ceux qui ont du Cardano, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais c'est pas du conseil d'investissement, mais je le pose juste là parce que pour moi, ça, c'est le parfait exemple d'une blockchain où il se passe rien, aucune solution, aucun protocole fonctionnel. Les transactions sont totalement tout le temps dans des bottlenecks et il y a leur swap qu'ils ont sorti a été arrêté au bout de 2 heures parce qu'il n'y avait qu'une transaction par bloc qui pouvait passer. Un enfer. Et pour moi, ça c'est le parfait exemple de je suis là depuis super longtemps, j'ai un cofondateur d'Ether qui est mon CEO, donc je suis trop fort. C'est pas le cas. Merci beaucoup. Merci.